Fabien Toulmé, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Je t'ai tutoyé directement alors que je m'étais dit non, je vais quand même vous voyez des gens que je connais pas. Ça se fait, ça se fait. C'est raté. Tu as sorti une bande dessinée qui s'appelle Ce n'est pas toi que j'attendais. Ouais. Alors j'avoue que j'ai aussi découvert, c'est ça qui est cool avec ce métier-là, c'est que je t'ai découvert assez récemment aussi à l'annonce du festival. Malheureusement, le temps étant assez court, j'ai pas eu le temps de lire la BD intégralement. Donc voilà. Mais en revanche, on en a beaucoup parlé et moi, ce qui m'intéresse, c'est de t'entendre sur ce qu'il y a eu autour de cette bande dessinée. Comment est-ce que tu l'as conçue, comment est-ce que c'est né? Parce que tu parles d'un sujet qui est finalement assez peu abordé dans les médias, notamment en bande dessinée. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment abordé. J'avais jamais entendu ce sujet évoqué avant, en général. Je voudrais juste avant de rentrer dans ce cœur de sujet-là, savoir d'où tu viens. Comment est-ce que tu as commencé? Alors, je suis né le 11 mars 1980. Non, je viens d'Orléans. Quelle belle année. Ouais, quelle belle année. Je viens d'Orléans et j'ai commencé par faire l'ingénieur, puisque j'ai un diplôme d'ingénieur, et je suis parti pendant plusieurs années à l'étranger. J'ai toujours eu envie de faire de la BD en fait depuis tout petit. Je dessinais dans mon coin et puis après j'ai un petit peu arrêté, j'ai laissé ça de côté. Et pendant mes années à l'étranger, en fait, je me suis dit que j'avais envie de me mettre vraiment à la bande dessinée. Du coup, je suis revenu m'installer en France avec ma famille. J'ai commencé à faire des dessins pour des publications, des petits magazines, publications plus ou moins confidentielles. Et là-dessus, au milieu de cette phase de motivation pour la BD, ma seconde fille Julia est née. Et elle est née avec une trisomie non détectée. Et j'ai un téléphone qui vibre dans ma poche, c'est assez troublant. N'hésite pas. Je croyais que ça faisait partie de l'histoire, j'étais waouh. Et du coup, elle est née et en faisant un voyage au Festival d'Angoulême pour présenter des dessins, pour avoir un avis de professionnel, puisque je débutais finalement dans le domaine, et ben, j'ai rencontré Yannick Lejeune qui travaille chez Delcourt. Et qui organise magnifiquement le festival avec tous ses acolytes. Et en lui montrant mes dessins, il m'a demandé si j'avais pas une histoire un petit peu personnelle, originale à raconter. Et il se trouve que je n'y avais pas vraiment réfléchi avant, mais j'ai eu l'idée au moment où il m'a posé la question de parler de la naissance de Julia et surtout le cheminement du père que je suis vers sa fille, puisque quand elle est née, j'ai découvert la trisomie. Et il a fallu une période un cheminement vers mon enfant. Donc c'est comme ça qu'est né le projet. Après, sur l'écriture du livre, alors quand j'ai fait le livre, j'étais encore un chocobo. Non, c'est juste sur le chat, ils disent il fait du mépris de chocobo. Voilà. Du coup, je voulais pas t'interrompre, je suis désolé. D'accord. Et du coup, pendant la réalisation du livre, j'avais encore un métier d'ingénieur, donc je faisais ça le soir, la nuit. Et ça m'a pris 2 ans. Et puis, depuis, le livre est sorti et je me consacre à la bande dessinée. Voilà. Wow. Rappelle-moi en quelle année est née ta fille? Je suis pas bon en date, je me souviens. C'est en 2009. D'accord. 2009, ouais. La trisomie 21, c'est 21, hein, parce qu'il y a plusieurs, types de trisomie qui existent. C'est une maladie, c'est une maladie génétique en fait, dans laquelle au lieu d'avoir des chromosomes avec 3... Non, comment c'est exactement? Alors la trisomie 21, normalement, le patrimoine génétique est fourni pour moitié par le papa et pour l'autre moitié par la maman, et on a tous 2 chromosomes, en tout 22 paires de chromosomes. Et il se trouve que la trisomie 21, sur la paire numéro 21, au lieu d'en avoir 2, il y en a 3. Et c'est ce petit chromosome en plus qui fait qu'il y a plusieurs différences qui apparaissent. Bien sûr, on connaît tous la physionomie des personnes porteuses de trisomie, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'hypotonie, c'est une difficulté à se développer physiquement, mentalement. Et en fait, l'enfant et l'adulte trisomique arrivent finalement à des capacités équivalentes au reste de la population, sauf que tout se fait beaucoup plus lentement. D'accord. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair. Si. J'ai fait une thèse sur la trisomie 21 depuis. C'est vrai? Non, pas du tout. Faut pas me dire ça. Alors, juste, je vais préciser avant toute chose. C'est un sujet que je connais assez mal et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Ouais. Donc j'ai beaucoup de questions à te poser sur toi, ta façon dont ça a été abordé. N'hésite pas à me
dire si tu sens que ces questions sont trop personnelles ou si t'as pas envie de répondre Ça parce marche. que ça touche à des cordes particulières. Ça marche. Je veux pas que je veux que ça reste sympa et bienveillant. Je sais que c'est un sujet qui est très personnel et donc n'hésite pas n'hésite pas Ok. à ça. Je te ferai un signe de la main. Absolument. Comment est-ce que tu connaissais la trisomie 21 avant? Comme nous tous. Eh ben, je pense comme un peu tout le monde, c'est-à-dire de loin. C'est quoi le bruit bizarre dans mon casque? Je pense qu'il y a une manifestation sur la scène We Do the Show. D'accord. Je pensais que c'était un bruitage de ta radio. Absolument pas. Eh ben, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire on a l'impression de connaître parce que les personnes porteuses de trisomie se reconnaissent physionomiquement, physiquement. Donc on a l'impression de savoir, on colle un peu des choses qu'on a entendues, mais finalement j'en savais pas grand-chose. Et comme tout ce qu'on ne connaît pas, on en a un peu peur. Et moi, ça me... en fait, c'est ce que je raconte dans le livre. Avant que ma fille naisse et pendant la grossesse, moi j'étais extrêmement inquiet par rapport à ça parce que je collais toute une série de choses. Je sais pas, le fait de devoir m'en occuper toute ma vie jusqu'à ma mort, le fait que ça soit un boulet, que ça soit un enfant pas très doué et pas très difficile à gérer. Donc voilà, c'est ça que j'imaginais avant la naissance de Julia. Donc tu dis tout ça comme si en fait c'était des préjugés qui ont été contredits. Oui, alors moi j'en suis au début de la vie de Julia, donc forcément je connais pas tout ce qu'implique la trisomie. Et puis en plus on parle de trisomie 21, mais il y a tellement de façons de... Enfin, toutes les personnes porteuses de trisomie ne sont pas équivalentes devant cette anomalie génétique, mais c'est comme le reste de la population. Il y a des gens qui deviennent brillants et font des hautes études, et puis il y en a d'autres qui ont un peu plus de mal dans la vie, qui sont... c'est pareil chez les personnes porteuses de trisomie, il y en a... bien stimulés, bien accompagnés, avec des capacités vont aller loin. Il y a des personnes porteuses de trisomie qui sont diplômés, il y en a qui sont acteurs, danseurs. J'ai vu qu'il y avait une porteuse de trisomie qui était mannequin. Donc finalement, on ne connaît pas vraiment il n'y a pas vraiment de limite, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a une dame qui a été élue à la mairie de Villarreal ou Valladolid, je ne sais plus, en Espagne. Pas maire, mais à un poste de mairie. Ouais. Donc ça prouve que ils ont des capacités aussi comme nous, quoi. Donc c'est une maladie qu'on connaît assez mal en fait, psychologiquement, moralement. C'est une maladie qu'on a pu voir, elle a été représentée dans des œuvres culturelles, quoi. Il y a eu des films, il y a eu le 8e jour, je crois notamment. Ouais. Mais malgré tout, ça nous a pas donné en fait le vrai visage de ce que c'est que de vivre avec un proche qui a cette maladie, ou est-ce que toi au contraire ça t'a aidé et accompagné? Je pense que tant qu'on n'y est jamais vraiment confronté, que ce soit de par sa famille ou de par son travail, ses relations, il n'y a pas de raison de s'intéresser plus à la trisomie qu'à la myopathie, qu'à l'autisme, à moins d'avoir une sensibilité particulière par rapport à telle ou telle problématique. Mais voilà, et puis c'est pas en regardant un film ou en lisant mon livre qu'on saura, c'est pas une présentation exhaustive de la trisomie. C'est pour le coup, justement, mon livre, ça parle pas tant de la trisomie que du parcours d'un papa vers son enfant. Et d'ailleurs, c'est un parcours c'est une thématique qui est universelle. Comment un enfant arrive au monde et qui finalement ne correspond jamais vraiment à l'enfant qu'on avait envisagé, que ce soit parce que au lieu d'être ingénieur, il va être dessinateur de BD, ou parce que il naît avec une trisomie 21. Comment est-ce que tu as réagi le jour où tu as appris que ton enfant serait atteint de trisomie? En fait, tout s'est fait brutalement, mais en même temps progressivement, parce que quand Julia est née, moi quand je l'ai vue, j'ai eu l'impression effectivement qu'elle avait une trisomie 21, parce qu'elle avait des traits marqués, enfin une physionomie qu'on reconnaît comme étant celle de la trisomie 21. Donc moi tout de suite j'ai eu des doutes. J'en ai parlé aux médecins, aux infirmières, et tous me disaient non, ne vous inquiétez pas, elle va bien, vous êtes comme tous les parents, vous êtes un peu inquiets. Mais moi, j'étais toujours dans cet entre-deux, en fait, entre l'inquiétude et le fait de me dire, non, mais si tout le monde me dit que ça va, ça va. Et puis, quelques jours après, je ne sais plus le nombre de jours, peut-être une semaine, il y a un médecin qui me dit de venir le voir dans son bureau, donc je me dis que ça sent pas très bon. Et en fait, il commence par me dire qu'elle a une tétralogie de Fallot. Alors, une tétralogie de Fallot, c'est une malformation du cœur. Donc moi, un peu lâchement, je me dis, bon, au moins c'est que ça, même si c'est déjà quelque chose de sérieux. Et puis tout de suite après, il enchaîne en me disant, oui, mais normalement la tétralogie de Fallot, c'est
c'est un signe caractéristique de la trisomie 21. Enfin, c'est une malformation qui est couplée à des problèmes génétiques de type trisomie 21. Et bien à ce moment-là, on se prend un TGV à pleine vitesse dans la face et puis après, voilà, on commence à imaginer plein de choses sur sa vie future, la manière dont on l'avait imaginée et puis finalement la manière dont on devra la vivre. Enfin, on imagine devoir la vivre parce qu'au moment où on imagine ça, ça ne correspond pas vraiment à ce qui se passe par la suite. Et voilà, ça chamboule un peu toute la perception qu'on avait de sa vie et de ses projets. Et surtout, ça implique, dans mon cas en tout cas, de devoir faire un parcours vers son enfant, de devoir la connaître, parce que l'enfant qui naît, en général, on a commencé à le connaître quand il est encore dans le ventre de la maman. Ouais. Et quand il arrive et qu'il ne correspond pas du tout à l'image qu'on avait de son enfant, c'est comme si on repartait de zéro. Sauf qu'en plus de repartir de zéro, il y a une différence fondamentale qui est le handicap et qui fait que il y a un travail énorme à faire sur soi pour l'accepter, pour l'aimer, voilà. Est-ce que une fois que tu as donc appris ça et que tu t'es pris le TGV, j'imagine qu'il y a une période, est-ce qu'on peut dire d'acceptation Non, parce que ça, c'est pas acceptation, ça laisserait entendre que petit à petit on se dit bon allez, c'est bon, elle est là, on va. Non, c'est plus un rapprochement en fait. Petit à petit, en vivant avec cet enfant, on apprend à le connaître, et puis en plus d'apprendre à connaître son enfant, on apprend ce qu'est la trisomie 21, ce qu'elle implique, ce qu'on peut espérer, ce qu'on ne peut pas espérer. Et du coup, c'est plus un parcours, un cheminement qui dure, c'est variable en fonction des personnes. Moi, ça a duré plusieurs mois jusqu'à ce que l'élément un peu déclencheur, enfin en tout cas qui a marqué pour moi le virage dans la relation que j'avais avec mon enfant, c'est le moment où elle se fait opérer du cœur. Et je me rends compte que je suis extrêmement inquiet par rapport à cette opération. Et je me dis, si je suis inquiet par rapport à cette opération, ça veut dire que je suis en train de l'aimer comme mon aîné et comme j'aimerais n'importe quel enfant. Donc voilà, c'est de manière synthétique raconter le parcours du papa vers son enfant. C'est ça en fait. Ouais. Un enfant normal, c'est pas un enfant spécial. En tant l'amour, je veux dire. C'est un enfant spécial, particulier, mais finalement, comme tous les enfants, sont spéciaux et particuliers. Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers auxquels tu as fait face et auxquels tu ne t'attendais pas concernant la trisomie 21 ? Alors des choses auxquelles je ne m'attendais pas, c'est surtout des choses positives, c'est-à-dire je ne m'imaginais pas être en mesure d'accepter aussi bien et d'aimer autant mon enfant, et surtout d'avoir cette capacité du coup à ouvrir les yeux sur d'autres problématiques de différence. Avant, j'étais relativement ignorant et un peu hermétique à tous ces discours-là sur le handicap, j'étais pas concerné quoi. Et du coup, c'est vrai qu'en me retrouvant plongé dans cet univers-là, je me suis rendu compte à quel point j'étais bête. Et voilà, les choses qui ont changé, c'est plutôt des choses positives. Après, effectivement, dans l'éducation d'un enfant trisomie, en fait, tout est multiplié par 10, 20 par rapport à un autre enfant. L'investissement que ça demande, par exemple, il faut que je l'accompagne quasiment tous les jours ou tous les 2 jours chez un spécialiste différent pour qu'elle suive des séances de kiné, de psychomotricité, d'orthophonie. Et dans les jeux, il y a toujours une part, dans les jeux que je peux avoir avec Julia, il y a toujours une part aussi de stimulation, d'éducation, et toutes les choses qui se font presque naturellement avec un autre enfant, enfin sans trop penser à la portée de ce qu'on fait avec son autre enfant. Là tout prend une signification plus importante parce qu'on a envie qu'elle progresse et qu'elle grandisse bien, quoi. Est-ce que les personnes que tu as rencontrées étaient des personnes qui ont mal appréhendé en fait sa trisomie? Est-ce qu'en crèche le personnel était préparé? Est-ce qu'au contraire tu as fait face à des gens qui n'étaient pas prêts à l'appréhender telle qu'elle était? Alors très peu. En fait, dans les gens qu'on côtoie, que ce soit de près ou de loin, à travers la crèche, les amis, la famille, l'école maintenant, puisqu'elle est à l'école, il n'y a jamais eu de difficultés particulières. Après, c'est plus les gens dans la rue, par exemple. Des gens qui vont avoir peur. Dernièrement, par exemple, il y avait
un monsieur qui était avec un cosy, enfin un petit berceau avec son bébé à l'intérieur. Et Julia adore les enfants, donc elle a couru vers le berceau pour voir l'enfant. Et le papa a tenu le berceau à bout de bras en l'écartant de Julia parce que il a eu peur de Julia. Donc moi je suis arrivé et dans ce cas-là, c'est vrai que l'idéal serait de prendre le monsieur par l'épaule et de lui expliquer ce que ça implique. Et dans ce cas-là, moi, je dis à Julia, allez, laisse-le, allez, viens, on s'en va. Et voilà, ce type de réaction, il arrive, c'est pas fréquent, mais ça arrive et ça vient toujours de gens qui sont pas dans notre univers proche ou Qui connaissent loin, pas, en fait. qui connaissent pas. Et puis moi, à la limite, je lui en veux pas particulièrement. Peut-être que j'aurais fait la même chose avant, je sais pas, ou pas, j'en sais rien. Donc je lui en veux pas. Je trouve ça juste blessant pour Julia qui, elle, voulait juste voir cet enfant, quoi. Comment elle vit, elle, Julia, au quotidien? Elle est à l'école, elle se fait des copains, elle a Ouais, vie d'enfant, quoi. elle a une vie classique, sauf qu'à l'école, elle est accompagnée ce qu'on appelle une AVS. C'est-à-dire? C'est une auxiliaire de vie scolaire, en fait, quelqu'un qui accompagne Julia la journée en classe, en plus de son institutrice, pour l'aider dans les activités, pour faire en sorte qu'elle suive un petit peu le mouvement. Voilà, et après, elle a des copains. Le gros avantage de ces enfants-là, c'est que ce sont des enfants très sociables et très charmeurs. Enfin, ils sont purs, en fait, ils n'ont pas de filtre. Et quand ils aiment, ils adorent, et ils font des bisous, et ils prennent dans les bras. Et du coup, c'est vite devenu un peu la mascotte de son école. Après, peut-être qu'après, ça change, je ne sais pas. Peut-être que la phase collège où la différence est plus difficile à assumer, peut-être que ça sera plus dur. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de difficulté particulière. Est-ce que de la part de, je sais pas, de l'État, est-ce que de la part du personnel, tu as été bien accompagné? Est-ce que tu t'attendais peut-être à plus? Au contraire, tu t'attendais à moins? Comment est-ce que ça a été quand, je sais pas, si tu as cherché de l'aide ou des choses comme ça, quand tu as cherché une AVS par exemple, comment ça se passe? En fait, tout se met relativement automatiquement en place parce que c'est ce que je raconte dans le livre. En fait, moi, je compare un peu ça à un grand parc d'attractions que j'appelle Handicapland dans le livre, où en fait, tu arrives dans un milieu que tu connais pas du tout et puis tu découvres qu'il y a tellement de choses à faire et il y a quand même quelqu'un qui te guide, qui te dit voilà, maintenant tu vas devoir pour le cœur voir un cardiologue, pour le développement moteur, voir un psychomotricien, un kiné, pour le développement du langage, voir... et t'es quand même accompagné. Alors après, il y a toute une partie de la stimulation et du développement qui se fait avec des professionnels de la santé, mais il y a aussi toute une partie qui se fait dans la vie de tous les jours, quoi, la façon dont tu éduques ton enfant. Mais encore une fois, c'est pareil avec les autres enfants. Il faut éduquer son enfant pour qu'il progresse et qu'il devienne autonome et qu'il devienne quelqu'un de bien. Donc voilà, de ce point de vue-là, ça change pas tellement. Comment est-ce que toi, du coup, t'en es arrivé à écrire cette histoire? Qu'est-ce qui t'a motivé? Tu faisais pas de la BD avant, d'après ce que j'ai compris? J'en faisais pas de manière professionnelle, mais comme je te disais tout à l'heure, quand je suis revenu en France, je me suis remis à la BD avant que Julia arrive. Et du coup, je faisais des dessins pour des magazines, pour des t-shirts, pour des affiches de trucs obscurs dans des petits villages de campagne. Et c'est juste qu'en discutant avec Yannick, j'ai eu cette idée-là. Mais quand j'ai écrit le livre, Julia avait 3 ans, j'étais très serein par rapport à la situation et c'était pas du tout... C'était pas quelque chose de pesant, un poids dont je voulais me libérer. Et d'ailleurs, j'aurais sans doute pas pu écrire si j'avais été dans cet état d'esprit-là. Et non, c'était plus que moi, ça me semblait être une belle histoire. Une histoire qui pouvait concerner pas mal de monde et que j'ai eu envie de raconter. Comment tu la représentes? Comment tu racontes cette histoire-là? Comment je la raconte? Tu veux dire... Au-delà du papier et du crayon, par exemple, est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues qui ont été très intimes, que tu as eu du mal à mettre sur papier? D'accord. Tu veux dire comment j'ai fait le tri dans ce que je voulais raconter, voilà. Ce que je ne voulais pas raconter? L'idée, c'était d'être le plus authentique et sincère sur toute la partie qui touchait au cheminement du papa vers son enfant. Donc, j'ai rien caché dedans. Ça aurait été facile de me donner un beau rôle, de me faire en papa parfait. Et au contraire, je trouvais ça plus juste et sans doute plus touchant de raconter toutes les étapes par lesquelles je suis passé, tous les sentiments que j'ai pu ressentir, les épreuves que j'ai traversées. Donc,
Enfin, l'idée, c'était de livrer tout sur ce domaine-là bien précis du cheminement du papa. Ok, tiens, on a un coup de fil de Skype. C'est Ah, A d'accord. qui appelle. Allô. Oh là là. Allô A. Allô. Tu m'entends? Oui. Oui, salut. Désolé, j'ai pas mis la vidéo parce que la vidéo ça pompe plein de débit. Mais t'es avec nous. Par contre, coupe le son. Coupe le son de ton. Tu m'entends? Allô? Non. Oui? Je t'entends super mal. Enfin, l'idée c'était de livrer. Elle est bien, la vidéo, elle est bien. Alors, je t'entends. Est-ce que tu veux pas juste couper. Allô? Est-ce que tu peux juste couper le YouTube et tu nous rappelles? Attends, et tu sais quoi? Je vais te rappeler parce que là je crois qu'on a un pépin de micro. On va passer dans un tunnel, on te rappelle. C'est ça, non mais je vais tenter de la. Je crois que c'est une fille, je suis pas sûr, j'ai cru entendre que c'était une fille. Ah, elle est occupée, qu'elle dit. On l'accepte, on va essayer de la rappeler parce que du coup, si vous avez des questions chez vous aussi, n'hésitez pas, évidemment, je pense que c'est un sujet qui est intéressant. On a rarement l'occasion de voir ça, j'ai jamais eu l'occasion de partager une histoire comme ça. C'est très intéressant, après évidemment, tout le temps que c'est pris avec bienveillance, allez-y, posez vos questions. Allô? Oui? Ça ne va pas mieux. Est-ce que tu peux juste couper J'ai l'impression qu'on capte une transition spatiale, enfin, c'est une discussion dans l'espace avec plein d'interférences. Attends, je coupe juste la vidéo. Coupe ta vidéo. Ça marche pas. Non, on n'arrive pas à la voir. Juste avant, pour l'anecdote, j'ai eu un coup de fil d'une certaine Twinkles Darling qui m'a envoyé Hey, I found your name on the directory. I am 24 female. Do you wanna chat and share pics? Je sais pas quoi lui répondre. Ça sent le piège. Ça sent le piège. Je pense. Ça sent le bot Tu de penses Skype. que c'est à moi qui voulais parler ou à Non, 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 elle a envoyé ça, je d'accord. pense, à l'heure de. Je pense qu'elle voulait dire ça à Patrick tout à l'heure, mais je viens de voir le message à l'instant. Donc tu as écrit cette bande dessinée. On est en quelle année là? Quand elle avait 3 ans, 2015. donc c'était il y a. Oui. Ah, tu l'as fait cette année? Non, cette année on est en 2015, Oui, ça c'est demandait quelle année. Mais tu veux dire à Merci. quelle année c'est Oui, sorti? voilà, exactement. Alors c'est sorti en 2014 et ça m'a pris 2 ans, donc j'ai commencé en 2012. 2012. Donc quand elle avait 3 ans, du coup Ouais. elle en a 6 aujourd'hui. Ouais. Est-ce que cette bande dessinée, toi, t'as fait. Quand tu l'as couchée sur le papier, ça t'a fait réaliser des trucs, ça t'a fait réfléchir, poser des questions, ou en fait, est-ce qu'au contraire, tu l'as faite. T'étais déjà serein, comme tu le disais? Ouais, non, ça m'a pas fait réfléchir, ça m'a plus replongé dans des événements plus ou moins joyeux. Donc des fois j'avais une petite larme à l'œil en réécrivant le truc, mais non, ça m'a pas fait réfléchir à des choses ou non. Tu l'as fait lire à Julia déjà? Non, mais là elle est pas du tout en capacité ni de lire, ni de même comprendre la portée du bouquin. Enfin, D'accord. ouais, non. Mais ça viendra, j'espère. Allô? Tiens, il y a A qui retente. Allô? Oui. Oui, oh, c'est beaucoup mieux là. Ne bouge pas. Comment vas-tu? Bien. Donne-moi ton prénom, c'est quoi? Dans le garde. Ça t'a fait réfléchir, poser des questions. C'est bête, ça partait très très bien. Je coupe la vidéo. Coupe la vidéo de YouTube, mec. Non, ça m'a pas fait réfléchir, ça m'a. Non mais il fait pas. pas. Allô? Oui, allô? Oui. Alors, comment tu t'appelles? Jordan Adam. J'entends pas très bien. Jordan? Jordan, c'est ça? Pardon, je suis désolé, j'entends complètement. Non, mais je suis pas sûr non plus. C'est Jordan, c'est ça? Oui. D'accord. Quelle est ta question? Je sais pas. D'accord. Le mec troll. Merci mec. Merci d'être passé. Ciao. Il a dit je sais pas quand j'ai demandé quelle est ta question. Ah, d'accord. Donc Ok. Voilà. Je pense que c'était. Bon, bah ça marche, j'ai pas de réponse. Bah c'est dommage. Non, pour le coup, si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à appeler. Par contre, de fait, si vous n'avez pas de questions, vous n'êtes pas obligé de. Voilà, vous savez quoi? Attends, je fais juste une petite manipulation. Et c'est. Bon, voilà. Donc, du coup. Tu l'as pas fait lire à Julia, tu lui as raconté quand même que tu lui as raconté l'histoire, que tu allais parler d'elle. Je lui ai, ouais, effectivement, quand le livre est sorti, je lui ai montré le dessin que j'avais fait d'elle, le dessin de nous.
Mais ouais, elle est pas suffisamment mûre pour comprendre vraiment ouais, la portée du truc, l'histoire. Enfin, je pense pas en tout cas. Ouais. Ça arrivera peut-être Ouais, progressivement. j'espère. Est-ce que du coup, il y a d'autres parents qui ont des enfants atteints de trisomie qui sont venus te voir après pour partager des expériences? Est-ce que ça a ouvert des trucs? Ouais, j'ai eu beaucoup, vraiment, j'ai eu beaucoup de retours, que ça soit de parents, d'enfants trisomiques ou pas d'ailleurs. Il y a des gens qui m'ont écrit qui n'étaient pas parents d'enfants trisomiques et qui m'ont écrit. Il y a des personnes qui travaillent dans le domaine médical, par exemple des sages-femmes, qui m'ont dit que ça allait changer leur manière d'annoncer le handicap à des parents. Il y a des... Ouais, j'ai eu beaucoup de réactions, même des gens qui ne sont pas encore parents et qui me disent que du coup ça désamorce un petit peu la question du handicap, ça les tranquillise. J'ai eu un témoignage très touchant d'un papa qui était en processus d'adoption et qui du coup se posait la question d'adopter un enfant trisomique. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de témoignages et très touchants. C'est quoi les témoignages qui reviennent, les questions les plus fréquentes qui peuvent revenir? J'ai beaucoup de témoignages de jeunes parents d'enfants handicapés, trisomiques ou pas d'ailleurs, et qui me disent que quand ils étaient un peu dans une période de tourmente, ils ont lu le livre et ça les a apaisés en fait, ça les a tranquillisés. Parce que quand on est dans cette situation, ce qui est toujours apaisant, c'est de recevoir l'expérience de quelqu'un d'autre qui est passé par là et qui peut expliquer ce que ça représente à l'avenir. Quand on nous aligne des mots scientifiques pour nous expliquer ce qu'implique la trisomie, c'est quelque chose de très froid, de très factuel. Alors que quand on a des témoignages de gens qui nous disent « voilà, mon enfant, maintenant il a 18 ans, il habite dans un appartement avec sa copine », voilà, c'est des choses concrètes qui permettent, même si ce ne sera pas forcément le cas de son propre enfant, d'imaginer un peu plus facilement ce que sera la vie. Du coup, c'est une question de Chetty Chat qui est sur le chat qui revient, je l'avais noté, mais elle revient très régulièrement. Est-ce que tu t'engages pour l'accessibilité? Est-ce que tu penses t'engager dans des associations? Est-ce que... on va commencer par ça déjà. Est-ce que du coup tu t'engages dans des associations pour aider les personnes trisomiques en général ou Pas vraiment. En fait, je pense qu'il y a une problématique commune chez les parents d'enfants trisomiques ou handicapés. C'est au tout début, en tout cas, la volonté de ne pas forcément devenir un papa ou une maman d'enfants handicapés et du coup de s'écarter un petit peu de ces milieux-là. Après, au fur et à mesure des mois qui passent, des années qui passent, quand on est beaucoup plus apaisé et qu'on a envie justement d'avoir des informations plus pratiques, concrètes sur comment élever son enfant, quelles choses faire pour qu'il soit le mieux possible, à ce moment-là, on se rapproche de ce type d'association. Et moi, j'ai pas... Alors pour le coup, moi j'ai passé la première phase j'ai pas envie de ressembler aux autres parents et d'être dans cet univers un peu fermé des parents d'enfants handicapés. Mais pour le coup, c'est vrai que je me suis pas impliqué particulièrement auprès d'associations non, pas vraiment. Est-ce que ta sensibilité a évolué dans ces 6 dernières années? Ouais, c'est clair. Ouais. Je suis beaucoup moins abruti qu'avant que ma fille naisse parce que y a tout un pan de la société qui s'est ouvert avec la naissance de Julia. C'est justement la différence et le handicap, quelque chose qu'on occulte volontairement ou involontairement tant qu'on n'y est pas confronté et puis qu'on découvre et qu'on côtoie et qu'on fréquente. Donc ouais, c'est sûr, ma vision des choses et ma vie ont changé depuis la naissance de Julia. C'était quoi pour toi, si on fait, on ne peut pas parler de bilan, mais si on revient sur ces 6 dernières années, pour toi, ça a été quoi la plus grande épreuve? La plus grande épreuve depuis ces 6 ans, la naissance de Julia et le moment où je me suis dit que j'allais avoir une vie totalement différente de ce que j'avais imaginé, à m'occuper de mon enfant jusqu'à ma mort. Et c'est une période qui a duré quelques semaines à peine et puis maintenant, j'ai aucun souci avec ça. Voilà. Quel préjugé, sur quel préjugé est-ce que tu es revenu et quelles autres peut-être des idées que tu avais à l'origine quand tu as appris que ta fille était trisomique se sont avérées vraies? Horrible pléonasme, mais quelles idées reçues ont été complètement dégagées et envoyées dans la stratosphère
Et quelles préconceptions se sont en fait révélées juste Bah, ne connaissant pas la trisomie, par exemple, j'imaginais qu'ils pouvaient être agressifs, ils étaient pas forcément capables de réflexion ou de voilà, qu'ils étaient assez basiques. Et bah, je découvre qu'en fait, c'est des personnes douées de sensibilité, douées d'analyse, ils ont une extrême, une grande intelligence relationnelle en fait. Ils sont extrêmement doués pour ce que je disais tout à l'heure, charmer les gens, se les mettre dans la poche. C'est vrai? Ouais. Bah, comme ils n'ont pas de filtre, ils disent les choses vraiment et ils font des choses que nous, on n'oserait pas. Par exemple, si j'étais une personne trisomique, par exemple, je pourrais peut-être te prendre dans mes bras, tu vois. Ben, je vais pas le faire parce que y a des conventions et des codes sociaux qui font qu'on se l'autorise pas, mais eux, ils sont désinhibés par rapport à ça. Il peut y avoir des petits côtés gênants dans certaines situations, mais voilà, ils sont extrêmement doués relationnellement. Est-ce que du coup elle a fait des filouteries Ouais, plein, ouais. Là comme ça, j'en ai pas forcément une en tête, mais ouais, non, je suis nul pour raconter des anecdotes parce que c'est comme les blagues, je m'en souviens jamais quand on me pose la question. Mais du coup, non, elle est donc Juliette, une fille qui est charmeuse, qui sait, quand tu dis qu'elle sait se mettre les gens dans la poche, c'est-à-dire qu'elle sait leur faire des câlins, mais c'est premier degré ou est-ce qu'au contraire c'est Non, parce que justement, c'est ça, on a l'impression qu'ils sont un peu bruts de décoffrage. Or, c'est très subtil. Des fois, elle va faire des petites blagues pour amadouer les gens, elle sait mener sa barque, quoi. Elle sait faire les choses pour amadouer telle ou telle personne, pour obtenir telle ou telle chose des gens. Malin. Malin, ouais. C'est excellent. D'accord. C'est quoi peut-être la plus grande idée reçue pour continuer dans ce que je te demandais tout à l'heure, la plus grande idée reçue pour toi, ce qu'on appelle un mindfuck en fait, qui a été vraiment dégagé? Bah, c'est ça, c'est l'absence de capacité de réflexion et d'analyse pour être un peu fort dans ce que je vais dire, l'absence totale d'intelligence, quoi. Or, c'est tout le contraire, mais en fait, ce qui me faisait penser ça, c'est la physionomie un peu pâteau de bonhommes qu'ils peuvent avoir, un peu. Comme c'est des personnes hypotoniques, souvent elles ont des postures un peu, voilà, un peu avachies, et ça donne cette impression qu'ils sont amorphes et dépourvus d'intelligence. C'est un peu choquant et un peu fort, mais ouais, c'est ça. Or, c'est seulement lié à leur hypotonie physique, mais ça ne retranscrit pas du tout ce qui se passe dans leur tête. Ouais. Ben, t'es avec nous? Ouais, ça va Ben? Salut tout le monde, salut à vous surtout. Oui, et toi? Bah très bien, écoute, on est bien. Et t'es avec Ben. nous? Oui. Est-ce que t'as une question pour Fabien? Attends. Oui, c'était pour savoir la réaction de ta femme en fait par rapport enfin quand tu lui as dit que t'allais faire une BD sur le sujet justement de votre fille et de la trisomie, savoir comment elle l'a pris, si elle l'a bien pris directement ou... Elle m'a dit, si tu Ou fais pas. une BD, j'espère que ça sera un best-seller pour qu'on puisse s'acheter une belle maison au Brésil. Non, comment elle l'a pris en fait, elle a accompagné la production du livre parce qu'elle regardait un petit peu ce que je faisais, les dessins, les planches, etc. Et c'était plus sur l'aspect graphique qu'elle aimait pas trop la façon dont je l'avais dessiné. Mais sinon, non, elle l'a bien pris. Elle n'avait pas forcément très envie aussi à des moments que je livre des choses de notre vie. Mais après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des réactions et des cheminements qui sont tellement universels qu'elle s'est rendue compte que ça ne trahissait rien par rapport à notre vie personnelle. Est-ce que ça répond à ta question Ben? Absolument. Ah, super. Est-ce que ça te parle toi du coup? C'est un sujet que t'as pu approcher aussi ou... Allô Ben?
Comment ça, désolé, j'ai pas. Oui, non, pardon. Tu peux répéter? Non, je voulais savoir si toi c'était un sujet que tu avais approché. Je sais pas si tu as eu la BD de Fabien ou si tu as des personnes. Non, absolument pas. J'étais juste en train d'écouter le live et c'est par rapport à une question que tu as parlé tout à l'heure, si il en avait parlé à Julia justement de la BD. Ouais. Et je me suis dit justement l'avis de la mère en fait, ce qu'elle en avait pensé et c'est juste. Je connais pas absolument ce cas dans ma vie personnelle et j'ai pas lu la BD non plus, mais je pense que je vais essayer de la trouver du coup pour m'y intéresser. Moi aussi. Faut que je fasse mes devoirs un peu aussi. Merci beaucoup Ben pour ta question. Ben. J'espère que tu passes une bonne après-midi. Pas de mec. soucis. À très vite. Ah, absolument, devant le live il est super. Oui. À plus. Oh, merci beaucoup. Ciao, bisous. Salut. Donc voilà, en fait, c'est ce que je disais aussi, c'est que c'est un sujet qu'on connaît très peu en fait. Et est-ce que tu trouves que on en parle assez dans les médias? Est-ce que tu as trouvé toutes les informations que tu cherchais facilement, ou est-ce qu'au contraire c'est pas assez médiatisé pour ce que c'est? La question, c'est pas forcément que ce soit médiatisé, mais que ce soit médiatisé de façon efficace et juste. Voilà, moi, ce que j'attends à titre personnel de la diffusion de choses en relation avec la trisomie, c'est pas forcément que ça nous explique des choses très médicales, mais que ça montre plus des cas de vie et des situations qui font, à mon avis, plus comprendre à tout le monde ce que c'est la trisomie 21 et ce que ça implique, plutôt que des explications très scientifiques sur l'hypotonie, sur le patrimoine génétique, etc. Donc qu'il y ait des films, des livres. Tout à l'heure, tu te posais la question de savoir s'il y avait d'autres BD, par exemple, qui en parlaient. Il y a alors j'ai appris ça après la sortie de mon livre, mais il y a une BD qui était sortie précédemment. Alors j'ai plus le titre, je crois que ça s'appelle Le cœur enclume. J'ai plus le nom de l'auteur, mais ça traitait aussi de l'arrivée d'un enfant trisomique, justement, chez l'auteur de cette BD, pareil, dont j'ai oublié le nom. Voilà, en fait, c'est la multiplication de ce genre de témoignages qui fait qu'on prend conscience de ce que c'est et de ce que ça implique. C'est ça, en fait, ça commence à arriver progressivement. Je sais pas si ça commence à arriver. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est purement fortuit. Il faut que ça concerne des gens qui aient envie d'en parler, je sais pas, tout le monde n'a pas forcément ni la volonté ni l'envie d'en faire un livre, d'en faire un film, d'en faire une chanson. Donc il faut que ça touche des personnes qui aient cette volonté pour qu'il y ait ce genre d'initiatives qui naissent. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des parents qui découvrent que leur enfant est trisomique? De chercher à se rapprocher de parents concernés qui pourraient leur expliquer la vie de leur enfant, et c'est ça qui est le plus efficace et tranquillisant, quoi. Au lieu de se faire des films tout seul, comme j'ai pu me faire en allant regarder sur des forums internet pour voir ce que c'était et de découvrir des choses toutes plus atroces les unes que les autres, plutôt écouter des témoignages personnels de vie qui vont tranquilliser et pour le coup rapporter c'est un vrai témoignage, quoi. C'est un vrai témoignage de vie, et à mon avis c'est plus efficace. Y a Julie qui te pose une question sur Skype, qui te demande quel est ton ressenti par rapport au regard que les gens peuvent porter sur Julia, dans le bon comme dans le mauvais sens. Est-ce que Julia aussi a conscience de ça? Alors, il y a plusieurs étapes en fait. Juste après la naissance de Julia, moi je faisais très attention au regard des gens. Je voyais en fait le regard des gens sur Julia et j'étais mal à l'aise. Mais après coup, je me suis rendu compte que j'étais mal à l'aise parce que moi-même j'étais pas à l'aise avec Julia. Et il se trouve que maintenant sincèrement, j'oublie moi que ma fille est trisomique, et du coup c'est vrai que je fais pas du tout attention aux gens qui regardent. Enfin, j'imagine qu'ils regardent toujours, sauf que j'y fais plus du tout attention. Après, je suis plus gêné et des fois blessé par le genre de comportement dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Où pour le coup, il y a des attitudes blessantes, négatives, mais le regard, ça me dérange pas trop, et puis je le comprends et je l'accepte. Ok, bon, ça répond à la question
de Julie. Du coup, je regarde, je crois qu'il y a d'autres questions dans le chat. Non, c'est bon. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, qui découvrent en fait aussi aujourd'hui. C'est vrai que pour le coup, c'est un sujet, encore une fois, hein, j'insiste sur ce point, avec lequel on n'est pas familier. Donc c'est un sujet duquel on a du mal à en parler aussi. Nous, surtout nous qui ne connaissons pas, c'est dur d'avoir le bon vocabulaire, d'avoir les bonnes expressions. Qu'est-ce qui manque selon toi pour que ce soit peut-être plus, j'allais dire plus populaire au sens où plus médiatisé, mais en fait non, mais pour qu'on soit plus sensibilisé en fait? C'est l'inclusion de ces personnes-là de manière beaucoup plus franche dans la société. Par exemple, quand les personnes, les enfants ou les ados porteurs de trisomie rentrent dans le système éducatif français, il y a l'option IME, qui est un institut médicalisé spécialisé, donc qui est à part du système éducatif classique. Et dans ce cas-là, ils sont un petit peu dans leur univers, qui est très bien, hein, mais qui reste leur univers. Et après, quand ils sont inclus, parce qu'il y a l'option en fait, quand on a un enfant porteur de trisomie ou d'autres problématiques, soit il va dans un IME, soit il reste dans le milieu, ce qu'on appelle ordinaire. Ce sont des classes spécialisées, mais je ne sais pas si l'échange est suffisant entre ces classes spécialisées et les classes ordinaires qui les entourent. Et c'est le fait de faire côtoyer des enfants avec des enfants porteurs de trisomie ou d'autisme qui peut améliorer l'image qu'on en a et faire tomber toutes les fantasmes qu'on accole à ces problématiques. Et c'est en favorisant cette inclusion, en faisant en sorte que les gens aient une meilleure connaissance de ces handicaps que le regard va changer, que les peurs vont disparaître et qu'on pourra peut-être nous aussi un jour élire à une mairie d'une ville de France une personne porteuse de trisomie. C'est ça. Ce serait chouette, ce serait une belle avancée. Ce serait pas mal, ouais. Une question de Thomas Jacques qui est juste là, que vous avez vu tapoter sur son téléphone, mais bon, apparemment il veut pas venir ici. Question de Thomas qui dit: comment ça se passe précisément pour la personne qui l'accompagne ou pour les devoirs? Est-ce que l'approche est différente ou est-ce que c'est juste dans la répétition, dans la prise de temps, en termes de pédagogie? Pour l'AVS? Ouais. C'est ça? C'est juste qu'elle est là toute la journée avec elle en classe, parce que Julia, elle est très énergique, donc elle va avoir du mal à se focaliser sur une activité pendant 1 heure comme ses camarades. Donc il faut quelqu'un qui soit là pour la canaliser, éventuellement lui faire une autre activité si le reste de la classe continue et qu'elle n'a plus envie, tout simplement pour aller l'accompagner en cantine. Parce que peut-être quand ils vont passer dans le couloir pour aller jusqu'à la cantine, elle va avoir envie d'aller dans la cour ou ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui l'accompagne, qui est censé favoriser son apprentissage et la réalisation d'activités. Une question d'Antonin qui arrive aussi sur Skype directement. Mes voisins ont eu un enfant aussi trisomique. Le truc, c'est qu'ils ont mis un peu de temps à en parler autour d'eux. Est-ce que toi aussi, tu as eu du mal à en parler avec tes proches ou avec ta famille? Alors pour le coup, non, puisque j'en ai fait un livre. Du coup, c'est un peu... Oui, mais 3 ans après. Ouais, non, mais non. Après, je sais que il y a quelques années en arrière, c'était pas comme aujourd'hui. Enfin, je sais pas, il y a combien d'années, mais il y a peut-être 50 ans. Les gens cachaient un peu plus ces enfants-là en les laissant à la maison, et c'était pas forcément leur rendre service, parce que la connaissance qu'on avait de la trisomie était encore plus fausse que celle qu'on peut en avoir aujourd'hui. Et c'est vrai que la tendance, surtout dans les campagnes, était à cacher ces enfants-là. Aujourd'hui, ouais, j'ai encore des gens qui me disent ça, qu'ils ont mis du temps avant de... Par exemple, j'avais une maman qui était venue me voir et qui me disait que pendant un moment, quand elle allait chez le pédiatre, elle mettait un voile sur la tête de son enfant pour pas que les autres le voient. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tant que nous, on n'est pas serein et tranquillisé par rapport à ça, on prête beaucoup d'attention aux autres. Et c'est un travail sur soi pour se dire que pour faire ce cheminement jusqu'à l'acceptation, et du coup, une fois qu'on l'a accepté, on s'en fout, tout simplement. Tout simplement. Toi, du coup, quels sont tes projets pour la suite? Est-ce que tu vas faire un 2e tome après, sur les années Non, pas de suite, ou en tout cas pas de suite prévue, et pas maintenant. Là, je travaille sur un autre roman graphique, toujours avec Yannick Lejeune, le formidable organisateur de ce formidable festival où nous sommes en direct et en public. Voilà.
Et ça, pour le coup, ça sera pas autobiographique, mais bon, ça abordera des questions qui me concernent, puisque ça parle du changement de vie, et comment on se lance dans une carrière qui n'est pas celle pour laquelle on est fait, et comment, par un événement que je ne raconterai pas ici, on finit par faire sa passion et en vivre, et voilà. C'est trop chouette. C'est trop chouette. C'est une très très belle aventure qui t'attend en fait pour la suite. J'espère. Et c'est cool. Merci beaucoup d'être passé Merci à à cette toi. belle table. C'était un sujet, encore une fois je te dis, je suis allé peut-être avec trop de recul, je sais pas. C'est aussi la beauté de ce taf, c'est que on est confronté à beaucoup de choses, et à beaucoup de sujets de conversation. Il y a des personnes qui ont vécu des choses que nous on ne vivra peut-être jamais. Ouais. Et c'est toujours compliqué de trouver les mots justes. Je sais que sur le chat ils ont tous joué le jeu, sur Skype aussi ils ont tous joué le jeu, et ça fait du bien aussi d'avoir des histoires qui nous montrent que des choses existent, Voilà. des gens existent, des situations existent Que qui la sont bande pas les nôtres, dessinée est variée. et que le monde de la bande dessinée est très varié. Et c'est vraiment un plaisir aussi, je veux le dire, j'aurai l'occasion de le répéter, mais depuis cet après-midi on a parlé de femmes qui écrivent des comics nouvelle génération, on a parlé du futur et du fait qu'on aura tous des cyborgs, qu'on sera tous des cyborgs dans 1000 ans, on a parlé des problèmes que peuvent aujourd'hui rencontrer les personnes homosexuelles ou transsexuelles, et c'est chouette en fait de pouvoir voir que la BD permet en fait de parler de tout, et ça m'a fait vraiment très plaisir que tu viennes ici. Merci à Vraiment. toi en tout cas. Merci beaucoup. À très vite, sûrement à tout à l'heure, n'hésite pas à revenir si jamais ça te botte, Ça marche. si tu vois des gens, s'il y a une place de libre, tu es ici chez toi. Ok, merci Ça roule, beaucoup. passe une très belle journée. Ciao. salut. J'en profite, il est -10. Dans 10 minutes, il y a Davy Mournier qui va arriver pour...